Défense de Meola. Soutane de Montelusa. J'ai tellement recommandé à mes concitoyens de Montelusa de ne pas condamner ainsi, les yeux fermés, Meola, s'ils ne veulent pas se voir taxés de la plus noire ingratitude. Meola a volé. Meola s'est enrichi. Meola se mettra probablement à faire l'usurier demain. Oui. Mais réfléchissons, messieurs. Qui et pourquoi Meola a-t-il volé? Songeons que l'avantage qu'il en a tiré personnellement n'est rien en comparaison des avantages qui se sont ensuivis pour notre bien-aimé Montelusa. Quant à moi, je ne saurais tolérer tranquillement que mes concitoyens, qui reconnaissent ces avantages d'une part, continuent d'autre part à condamner Meola et à lui rendre la vie, sinon impossible, du moins extrêmement difficile dans notre pays. Raison pour laquelle j'en appelle au bon sens de tout ce qu'il y a en Italie de libéraux équitables et bon teint. Un affreux cauchemar pesait sur nous tous à Montelusa depuis 11 ans. Depuis le jour néfaste où Monseigneur Vitangelo Partanna, sur les instances et mauvais offices de prélats puissants à Rome, obtint notre évêché. Accoutumés, comme nous l'étions depuis longtemps, au faste, aux façons gaies et cordiales, à la copieuse munificence de notre excellentissime Monseigneur Divaldi, Dieu l'ait en sa gloire, nous tous, gens de Montelusa, nous nous sentîmes le cœur étreint, lorsque nous vîmes, la première fois, descendre du haut de ce vétuste palais de l'évêché, à pied entre deux secrétaires, à la rencontre de notre perpétuel printemps, le squelette ensoutané de ce nouvel évêque. Grand, courbé sur sa maigreur triste, le cou tendu, les lèvres blafardes et humides, faisant la lippe dans son effort pour soutenir une tête parcheminée, de grosses lunettes noires sur un nez busqué. Les deux secrétaires, le vieux Don Antonio Sclepis, oncle de Meola, et le jeune Don Arturo Filomarino, qui resta peu en fonction, marchaient un pas en arrière et avançaient raides et compassés, presque hésitants, conscients de l'affreuse impression que suscitait son excellence dans toute la population. En effet, tout le monde sentait que le ciel, l'aspect joyeux de notre petite ville blanche, s'assombrissait à cette apparition rêche, lugubre. Sur son passage, un marmottement étouffé, presque d'effroi, se propagea d'un arbre à l'autre tout au long de l'avenue du Paradis, la perle de notre Montelusa, qui se termine au loin sur deux bleus d'azur, le premier, âpre et dense, de la mer, l'autre, ténu et évanescent, du ciel. Notre défaut principal, à nous autres Montélusiens, est sans aucun doute l'impressionnabilité. Les impressions auxquelles nous sommes si aisément sujets pèsent à la longue sur nos opinions et portent nos esprits à des changements extrêmement sensibles et durables. Un évêque à pied, depuis que l'évêché se dressait là-haut, telle une forteresse, au sommet du pays, les Montélusiens avaient toujours vu leurs évêques descendre en carrosse l'avenue du Paradis. Mais dès le premier jour de son intronisation, Monseigneur Partanna avait déclaré qu'évêché équivaut à travail, et non pas à honneur. Aussi se débarrassa-t-il de la voiture, congédia cochers et laquais, vendit chevaux et harnais, inaugurant ainsi un régime de ladrerie des plus mesquins.
Au début, nous pensâmes, il veut faire des économies. Il a beaucoup de parents pauvres dans son Pisanello natal. Si ce n'est qu'un jour, quelqu'un de sa famille arriva de Pisanello, un de ses frères précisément, père de 9 enfants, pour le supplier à main jointe, comme on prie les saints, de lui venir en aide, de lui donner au moins de quoi payer les médecins qui devaient opérer sa femme à l'article de la mort. Il refusa même de lui payer son retour à Pisanello. Et nous vîmes tous, nous entendîmes tous, ce que disait ce pauvre homme, les yeux gonflés de larmes, et la voix brisée de sanglots, au café Pedoca, à peine descendu de l'évêché. Or, le diocèse de Montelusa, il est bon de le savoir, compte parmi les plus riches d'Italie. Que voulait donc faire de ses revenus Monseigneur Partanna, puisqu'il mettait une telle dureté à refuser une aide aussi urgente à sa famille de Pisanello? Marco Meola nous révéla le secret. Je l'ai encore sous les yeux. Je pourrais le peindre. Le matin où il nous appela tous, nous autres libéraux de Montelusa, sur la place devant le café Pedoca. Ses mains tremblaient. Les boucles de sa tête léonine, qui se dressait, le forçaient plus encore que d'habitude à caler son petit chapeau mou qui ne reste jamais sur son crâne. Il était pâle et fier. Un frémissement de dédain lui pliait le nez de temps à autre. Un souvenir affreux persiste encore dans les esprits des vieux montélusiens, celui de la corruption semée à la campagne et dans la bourgade entière par les sermons et les confessions des pères ligoristes, puis de leur espionnage, de leur dénonciation, au cours des années funestes de la tyrannie des Bourbons dont ils s'étaient fait les instruments secrets. Eh bien, c'étaient les ligoristes que Monseigneur Partanna entendait faire revenir à Montelusa. Ces ligoristes que la fureur du peuple avait mis à la porte quand la Révolution avait éclaté. C'était pour cela qu'il accumulait les revenus de Montelusa. Quel défi à nous autres, de Montelusa, qui n'avions pu prouver notre fervent amour de la liberté que par ce moyen-là, en chassant ces moines, puisqu'aux premières nouvelles de l'entrée de Garibaldi à Palerme, les sbires avaient pris la poudre d'escampette, et avec eux la garnison bourbonienne de Montelusa. Monseigneur Partanna entendait donc ternir notre seule et unique prouesse. Nous nous regardâmes tous dans les yeux, frémissant de colère et d'indignation. Il fallait à tout prix empêcher qu'un dessein semblable s'accomplît. Mais comment? À partir de ce jour-là, le ciel sembla se creuser en abîme au-dessus de Montelusa. La ville prit le deuil. L'évêché, là-haut, où celui-là couvait ce dessein coupable et en hâtait de jour en jour la réalisation, nous le sentions tous comme une pierre de meule sur nos poitrines. Nous avions beau savoir que Marco Meola était le neveu de Sclépis, secrétaire de l'évêque. Aucun de nous ne doutait de ses convictions libérales. Au contraire, tout le monde admirait sa force d'âme quasi héroïque, car nous comprenions quelle amertume ses convictions devaient lui causer tout au fond. Lui qui avait été élevé par ce vieil oncle prêtre comme un enfant et avait grandi chez lui. Mes concitoyens de Montelusa me demandent maintenant d'un air narquois si le pas de son oncle prêtre était si amer que cela, pourquoi ne reprenait-il pas sa liberté en travaillant? Et ils oublient que du fait que Meola s'était sauvé du séminaire quand il était tout jeune homme, Sclépis,
qui voulait à tout prix en faire un prêtre, comme lui, avaient supprimé ces subsides. Ils oublient que tout le monde déplorait alors amèrement qu'à cause de la lubie d'une tonsure en colère, on allait perdre un talent de cette espèce. Je me souviens fort bien des chœurs d'approbation, des applaudissements, de l'admiration, lorsque Marco Meola, bravant les foudres de l'évêché, l'indignation et la vengeance de son oncle, se servant d'une table du café Pedoca en guise de tribune, se mit à commenter 1 heure par jour, à l'intention des Montelusiens, les œuvres latines et vulgaires d'Alfonso Maria de Liguori, en particulier les discours sacrés et moraux pour tous les dimanches de l'année, et le livre des gloires de la Vierge Marie. Mais nous voulions absolument faire payer à Meola nos illusions trompeuses, les aberrations de notre déplorable impressionnabilité. Un jour, quand Meola, l'air sombre, une main sur le cœur, nous dit « Messieurs, je promets et je jure que les ligoristes ne reviendront pas à Montelusa. Vous, Montélusiens, vous vous acharniez à imaginer qui sait quelle manigance diabolique. Mines, bombes, guet-apens, attaques nocturnes à l'évêché, et Marco Meola en Pietro Micca, une mèche au poing, prête à faire sauter évêques et ligoristes. Or, cela, sauf votre respect, et si vous le permettez, signifie avoir une conception plutôt grotesque du héros. Ces moyens auraient-ils permis à Meola de protéger Montelusa de l'invasion des ligoristes? Le vrai héroïsme consiste dans le fait de savoir adapter les moyens à l'entreprise. Et Marco Meola le sut. Les cloches des églises sonnaient dans l'air enivrant, saturé de toutes les fragrances du renouveau, au milieu des cris joyeux des hirondelles filant en volée dans l'ardeur lumineuse de cet après-midi inoubliable. Meola et moi, nous nous promenions dans notre avenue du paradis, silencieux et absorbés dans nos pensées. Tout à coup, Meola s'arrêta et sourit. « Entends-tu » me dit-il. « Ces cloches, les plus proches, ce sont celles de l'abbaye de Sant'Anna. Si tu savais qui les sonne. » « Qui les sonne ?»« 3 cloches. 3 colombes. » Je me tournai pour le regarder, stupéfait du ton et de l'air qu'il avait pris pour proférer ces mots. 3 religieuses ? Il nia de la tête et me fit signe d'attendre. « Écoute, » ajouta-t-il plus bas. Aussitôt que les 3 cloches finiront de sonner, la dernière, la plus petite, la plus argentine, frappera 3 coups. Timide. Tiens, écoute bien. En effet, au loin, dans le silence du ciel, on entendit 3 coups. Ding, ding, dong, de la petite cloche argentine timide. Et l'on avait l'impression que les 3 tintements se fondaient, béat d'aise, dans la luminosité dorée du crépuscule. « As-tu entendu » me demanda Meola. « Ces 3 coups de cloche disent à un heureux mortel « Je pense à toi ». Je le regardai à nouveau. Il baissait les paupières pour soupirer et relevait le menton. Sous sa barbe frisée et drue, on entrevoyait un col de taureau, blanc comme ivoire. « Marco !» lui criai-je en le secouant par un bras. Alors,
Il éclata de rire, puis, fronçant les sourcils, il murmura : « Je me sacrifie, mon ami, je me sacrifie. Mais sois tranquille, les ligoristes ne reviendront pas à Montelusa. Je ne pus rien lui arracher d'autre. » Quel rapport pouvait-il exister entre ces 3 coups de cloche qui disaient « Je pense à toi » et les ligoristes qui ne reviendraient plus à Montelusa? Et à quel sacrifice s'était voué Méola pour qu'il ne revienne pas? Je savais qu'il avait une tante dans cette abbaye de Sant'Anna, sœur de Sclépis et de sa mère. Je savais que les religieuses des 5 abbayes de Montelusa détestaient toutes cordialement Monseigneur Partanna, car, à peine intronisé, l'évêque avait émis 3 dispositions à leur intention, l'une plus cruelle que l'autre. 1. Qu'il leur était interdit de préparer et de vendre pâtisseries et rossollis, ces bons gâteaux au miel et à la frangipane, avec leurs coques de faveur et ficelés d'argent, ces bons rossolis qui sentaient l'anis et la cannelle. 2. Qu'il leur était interdit de broder, pas même des parements et des dentures, mais uniquement permis de tricoter. 3. Qu'il leur était interdit, enfin, d'avoir un confesseur particulier, mais qu'elles avaient à se servir, sans distinction, du père de la communauté. Que de pleurs, quelle angoisse dans les 5 abbayes de Montelusa, surtout pour cette dernière disposition. Quel manège pour la faire révoquer. Mais Monseigneur Partanna s'était montré irréductible. Peut-être s'était-il juré de faire le contraire de ce que faisait son excellentissime prédécesseur. Coulant et cordial avec les religieuses, Monseigneur Vivaldi, Dieu l'ait en sa gloire, se rendait en visite au moins 1 fois par semaine et acceptait de grand cœur leurs petits rafraîchissements, en vantait la qualité exquise et s'entretenait longuement avec elles en de souriants et honnêtes propos. Par contre, Monseigneur Partanna ne s'était jamais rendu plus d'1 fois par mois dans l'une ou l'autre de ses abbayes, constamment accompagné de 2 secrétaires, revêches et secs, et il n'avait jamais accepté, ne parlons pas d'une tasse de café, un simple verre d'eau. Que de remontrances les mères abbesses et les vicaires n'avaient-ils pas dû faire aux religieuses et aux novices pour les soumettre à l'obéissance et les faire descendre au parloir, quand la sœur portière, pour annoncer la visite de Monseigneur, arrachait presque la corde de la cloche qui criait comme un petit chien à qui on aurait écrasé la patte. Les effrayait-il assez, avec ces vilains signes de croix, cette grosse voix qui marmonnait « Dieu vous est en sa sainte garde, ma fille », en réponse au salut que chacune lui adressait devant la double grille, les joues en feu et les yeux baissés. Que votre Excellence me bénisse. Aucune conversation qui ne fût d'église. Le jeune secrétaire, don Arturo Filomarino, avait perdu son poste parce qu'un jour,
au parloir de Sant'Anna, il avait promis aux novices et aux plus jeunes sœurs, qui le mangeaient des yeux à travers leurs grilles, un petit plant de fraisier pour le jardin de l'abbaye. Il détestait farouchement les femmes, monseigneur Partanna. Et la femme la plus dangereuse, la femme humble, tendre et fidèle, il la découvrait sous le voile et le bandeau de la religieuse. C'est pourquoi les réponses qu'il leur donnait étaient autant de coups de férule sur les doigts. Marco Meola était au courant de cette haine pour les femmes, par son oncle secrétaire. Et cette haine lui sembla exagérée, et comme telle, elle devait avoir un motif soigneusement enfoui et particulier dans l'âme et le passé de Monseigneur. Il se mit à chercher, mais il cessa bientôt ses recherches à l'arrivée mystérieuse d'une nouvelle pensionnaire à l'abbaye de Sant'Anna, une pauvre petite bossue qui pouvait à peine soutenir sur son cou une grosse tête aux grands yeux ouatés, dans un visage blême, émacié. Cette bossue était la nièce de Monseigneur Partanna, une nièce dont les parents de Pisanello ne savaient absolument rien. En effet, elle n'arrivait pas de Pisanello, mais d'un autre pays de l'intérieur, où Partanna avait été curé quelques années plus tôt. Le jour même de l'arrivée de cette nouvelle pensionnaire à l'abbaye de Sant'Anna, Marco Meola, sur la place, nous cria solennellement, à nous, ses camarades en la religion libérale, « Messieurs, je promets et je jure que les rigoristes ne reviendront pas à Montelusa. » Et, stupéfaits, nous vîmes Marco Meola changer de vie aussitôt après ce serment solennel. Nous le vîmes tous les dimanches et toutes les fêtes du calendrier ecclésiastique aller à l'église et suivre benoîtement la messe. Nous le vîmes se promener en compagnie de prêtres et de vieux bigots. Nous le vîmes très affairé chaque fois que l'on préparait les visites pastorales que Monseigneur Partanna faisait dans le diocèse avec la plus grande exactitude, aux temps ordonnés par le canon. Nonobstant les routes malaisées, le manque de communication et de véhicules. Puis nous le vîmes faire partie de la suite avec son oncle au cours de ses visites. Néanmoins, je ne voulais pas, en quoi j'étais le seul, croire à une trahison de sa part. Comment répondit-il à nos premiers reproches, à nos premières remontrances? Il répondit énergiquement. « Messieurs, laissez-moi faire. » Vous haussiez les épaules, indignés. Vous vous êtes méfiés de lui. Vous avez crié qu'il avait tourné sa veste. Je continuai à le traiter en ami, et c'est ainsi que je reçus, cet après-midi inoubliable, quand la cloche timide argentine sonna ses 3 coups dans le ciel lumineux, cette moitié de confession mystérieuse. Marco Meola, qui n'était pas allé plus d'une fois l'an rendre visite à cette tante religieuse à Sant'Anna, commença à le faire toutes les semaines en compagnie de sa mère. La tante religieuse était préposée à la surveillance des 3 pensionnaires. Les 3 pensionnaires, 3 colombes, aimaient beaucoup leur maîtresse. Elles la suivaient partout comme les poussins leur mère poule. Elles la suivaient aussi quand on l'appelait au parloir, pour la visite de sa sœur et de son neveu. Et un jour, miracle! Monseigneur Partanna, qui avait toujours refusé aux religieuses de cette abbaye la permission qu'elles avaient toujours eue d'entrer 2 fois l'an à l'église, le matin, toutes portes fermées, pour la décorer de leurs propres mains à l'occasion de la fête Dieu et de la Madone de la Lumière, leva le veto, octroya la permission sur les prières instantes des 3 pensionnaires
et de sa nièce en particulier. Cette pauvre petite bossue arrivée de frais. À vrai dire, le miracle, on le vit plus tard, au moment de la fête de la Madone de la Lumière. La veille au soir, Marco Meola se cacha dans l'église, en catimini, et dormit dans le confessionnal du père de la communauté. Au point du jour, une voiture se trouvait sur la petite place devant l'abbaye. Et quand les 3 pensionnaires, 2 jolies et vives comme des hirondelles en amour, l'autre bossue et asthmatique, descendirent avec leur maîtresse pour décorer l'autel de la Madone de la Lumière. Et vous dites, Meola a volé. Meola s'est enrichi. Probablement, Meola se mettra demain à faire l'usurier. Oui. Mais songez, chers messieurs, songez que ces 3 pensionnaires, ce n'est pas l'une des 2 jolies, mais bien la 3e, cette malheureuse petite bossue asthmatique, aux yeux chassieux, qu'il fallut que Marco Meola enlève, alors qu'il était amoureux transi des 2 autres. Celle-là, justement, cette bossue, pour empêcher les pères ligoristes de revenir à Montelusa. En effet, Monseigneur Partanna, afin de forcer Meola à épouser sa nièce enlevée, fut obligé de convertir en dot, à l'intention de cette nièce, les fonds qu'il avait amassés pour le retour des pères ligoristes. Monseigneur Partanna est vieux et n'aura plus le temps de refaire ce fonds. Qu'est-ce que Marco Meola nous avait promis, à nous autres libéraux de Montelusa? Que les ligoristes ne reviendraient plus. Eh bien, messieurs, n'est-il pas certain que les ligoristes ne reviendront plus à Montelusa?